Bonjour et bienvenue dans Africa Première, votre émission qui met en avant les lumières, les pépites de la diaspora et notamment du continent africain. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter à tous une très bonne année 2024. Ça y est, on y est, les deux pieds dedans. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de succès, d'amour et surtout la santé. Et puis le reste, ça viendra. Voilà. En tout cas, c'est tous les vœux que je peux vous exprimer pour cette émission. Et nous démarrons cette année avec notre invité que je vais vous présenter, avec une thématique un peu particulière parce que dans quelques jours, il y a le continent qui va vibrer autour justement de cette CAN, la CAN qui arrive à très très grands pas. Mais on en reparlera tranquillement. En tout cas, bienvenue à toi, Yanis Kouassi, qui est notre invité sur Africa Première. Bonsoir. Gladys, déjà bonsoir et merci pour cette invitation. C'est un honneur d'être là aujourd'hui. Donc, je suis prêt à répondre à toutes les questions sans langue de bois. sans langue de bois. Alors, c'est vrai que Africa Première, ça permet de mettre en avant toutes ces initiatives qui existent. C'est la place aux artistes, des entrepreneurs, des écrivains. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter et vous aurez toutes les informations pour pouvoir nous contacter, comme l'a fait Yanis pour aujourd'hui en tout cas. Alors, Yanis, tu es PDG de The THC Group et fondateur également de l'association Ivoire pour tous. Mais avant de pouvoir connaître tes activités, on aimerait te connaître toi. Est-ce que tu peux déjà te présenter à l'ensemble justement de nos téléspectateurs? D'accord. Déjà, par où commencer? Là où tu veux. Bon, déjà, j'ai pas de problème avec mon âge. Yanis Kouassi, 38 ans. Il ne les fait pas d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez à travers la caméra, mais en tout cas, moi, je le vois, il ne les fait pas. Oui. Papa aussi, c'est important de le dire aussi. De 3 magnifiques enfants, donc ça permet quand même d'avoir une stabilité. Un équilibre. Un équilibre. Après, très rapidement, mon parcours, on va dire peut-être parcours d'un jeune un petit peu classique, on va dire, de la banlieue parisienne. Voilà, grandi dans la musique, soit ivoirienne, congolaise, française. Donc j'ai baigné dans ça. Mais en grandissant, surtout vers les coups de 12-13 ans, il y a, comme disait Passy, le HIP a chopé, le hip-hop m'a chopé. Voilà. Donc génération hip-hop. Donc c'est pas comme aujourd'hui où on a réellement Internet, toutes les chaînes, le câble et tout. Avant c'était la radio. C'était les cassettes aussi. On était dehors, on connaissait réellement les gens. Et il y a cette vague qui est arrivée et on voulait tous faire du hip-hop. Soit danser, soit faire du graphe, soit être DJ, le beatboxing pour ceux qui connaissent. Et ceux qui chantaient le rap. Donc moi j'ai commencé d'abord par le hip-hop, danser, mais j'étais mauvais danseur, donc je suis rabattu sur le beatboxing, mais il n'y avait pas vraiment le rythme non plus. T'as essayé en fait du moins la culture surtout, voilà. Après DJing, c'était un peu compliqué, on était jeunes, 13-14 ans, DJing à l'époque, il fallait acheter des vinyles, il fallait avoir le matériel et tout. Et puis, famille africaine, on est 5 frères et sœurs, où je vais ramener des platines pour les mettre dans quelle chambre. Donc voilà, c'est... Et à un moment donné, je me suis rapproché plus de la musique, du chant, du rap, parce que j'avais beaucoup de choses à dire en fait. Quand j'ai commencé moi à rapper, en étant plus jeune, c'est parce que je voulais écrire, dire des choses. D'accord. Sur la situation de vie de quartier, sur ce que je ressentais personnellement, l'intégration aussi, la double culture, très compliqué. Aujourd'hui, on ne le voit pas forcément. On le voit moins, en tout cas on le ressent moins. Il y a des acquis aujourd'hui, mais 30 ans en arrière, moi je me souviens à 8-9 ans, j'étais un des seuls noirs dans ma classe. Comment on se positionne à ce moment-là? Donc c'est toutes ces choses-là. Oui, je suis français, je suis né en France, né français, mais d'origine ivoirienne. Donc chez moi, la double culture. Oui. Donc j'ai grandi dans tout ça. Et ce qui a permis de relier, de souder les liens, on va dire, avec les autres communautés, c'est la musique, c'est le sport. À cette époque-là, il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas t'es Congolais, t'es Malien, t'es Sénégalais, t'es Marocain, t'es Tunisien. Non, t'es Africain. T'es Africain, même pas t'es tout simplement un jeune.
C'est-à-dire qu'avec nous, il y avait des Portugais, des Espagnols, il y en a qui sont musulmans, chrétiens, athées. Il n'y avait pas tout ça. La différence, on pouvait peut-être la voir à un moment donné, peut-être dans certains parents qui pouvaient dire à leurs enfants et qui venaient le répéter à l'école, en fait. D'accord. Mais sinon, entre nous, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu ça, ouais. Moi, mes amis maghrébins venaient chez moi, j'avais mes amis maghrébins. J'avais à l'époque un ami qui s'appelait Cédric Gomez, je vous parle de ça il y a 30 ans. Portugais. Ouais. Donc, il y avait pas ces choses-là. Il n'y avait pas tout ça. Et surtout quand il y a eu le hip-hop, on était ensemble, on a dansé, on a rappé. Voilà. Après, il y a eu le football aussi, sportif. Donc, et ce sont des liens qui nous ont permis, en tout cas qui m'ont forgé aujourd'hui la personne que je suis devenue. L'entraide, l'unité, la solidarité, se battre pour les copains. Pour les autres, ouais. Mais ça, ce côté altruiste. C'est ça. Mais ça, c'est quelque chose que je pense qu'on apprend en banlieue parisienne. Après, en grandissant, j'ai été beaucoup sur Paris, pas mal de choses parce que la vie a fait que. Mais cet état d'esprit de débrouillard de banlieue, c'est quelque chose de très spécifique. Très spécifique Ouais. à cette zone-là. À cette zone-là. Et surtout que rien n'est impossible. En tout cas, à l'époque, le but était de sortir de la banlieue. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup voyagé, qu'on a exploré toute l'île de France, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien, il y a des transports jusqu'à minuit. Hein, mais nous, on a connu une époque où le dernier train s'arrêtait à 20h. Hein. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Bah, je pense que beaucoup de personnes, quand ils vont regarder en tout cas cette émission, vont se retrouver, parce que même moi, personnellement, je me retrouve, hein, étant née et grandi ici. Alors, j'ai une phrase qui m'a beaucoup touchée et j'aimerais qu'on puisse rentrer un peu dans le détail, parce que c'est le propre de beaucoup d'histoires, enfin, de jeunes issus de la diaspora, quitter sa terre natale, abandonner un monde auquel nous appartenons par naissance et par héritage, tourner le dos à son histoire afin de nous offrir une vie meilleure, tel a été le combat de nos parents. Et on ressent beaucoup dans ton discours cet apport de tes parents, dans qui tu es, dans ce que tu as pu faire. Alors du coup, parle-nous un petit peu de cela. Aujourd'hui, très belle question. Ouais. Et avec beaucoup de sens. Ben, en fait, avec du recul, la chance que j'ai eue, c'est l'éducation. On ne comprend pas pourquoi toi tu es noir, pourquoi lui il est blanc, pourquoi lui il a telle religion, pas mal de choses. Mais j'ai eu la chance que mes parents aient étudié quand ils ont quitté la Côte d'Ivoire pour arriver dans la France. Okay. Mes parents sont venus pour les études. D'accord. Mes parents sont venus pour les études. Et quand ils ont fini leurs études, ils étaient censés repartir en Côte d'Ivoire pour occuper les postes qui leur, entre guillemets, étaient dus. Parce que sous Houphouët-Boigny, en tout cas, la politique de la Côte d'Ivoire, c'était d'envoyer, en tout cas, les meilleurs éléments, en tout cas, sur l'Europe, qu'ils étudient, et de rentrer sur la terre natale par rapport à l'indépendance qu'il y avait. Parce que début de vingtaine, hein, ouais, milieu de vingtaine, par là. Mais ils avaient déjà l'habitude de venir en Europe, parce qu'il y avait des oncles, des tantes, donc ils allaient en vacances. Donc, mes parents étaient déjà dans ça. Ce qui s'est passé, ils ne sont pas rentrés parce qu'à un moment donné, ils se sont rencontrés ici. Et moi, après, je suis arrivé. D'accord. Donc, on va rentrer après. Finalement, ils ne sont jamais rentrés. Et mes oncles, qui ont étudié avec eux, sont tous rentrés en Côte d'Ivoire. Et la plupart, aujourd'hui, occupent certains postes, quels qu'ils soient, depuis pas mal d'années, dans ce qu'on pourrait appeler ici, dans des grosses succursales, de grosses entreprises. Ouais. Que toi, à un moment donné, tu vis dans un HLM ou dans... Je n'ai jamais manqué de rien, mais... Oui. Et qu'à un moment donné, bah, quand on va en vacances en Côte d'Ivoire, tu arrives à un moment donné dans des maisons où tu as 8 pièces. C'est un décalage. Mais c'est total décalage. Moi, je ne comprends pas à ce moment-là. On est sur Paris, on est là, on prend les transports. Et surtout, le matin, ma mère va au travail, j'attends, parce que moi, je suis l'aîné en plus. Oui. Donc, j'attends que mon père il arrive, il me récupère à la gare. Ok, on grandit dans ça, très vite. Et à un moment donné, on va en vacances en Côte d'Ivoire, juillet, août. On arrive, maison familiale, il y a 3 étages. Et à un moment donné, je comprends pas, moi. Oui. Et quand tu reviens à la rentrée, soit tes amis, ils sont restés soit au quartier, clairement, ou... Et tu te dis, mais waouh. Et moi, je me souviens, même de l'âge de 5 ans, par exemple, de 6 ans, quand j'étais au CP, quand je rentrais des cours, on faisait le tableau.
Ouais. Ma mère, elle faisait le tableau, ça veut dire A, B, C, D, les calculs, arrive, goûter, tableau. Beaucoup aussi n'ont peut-être pas eu cette chance-là d'avoir ce type de suivi, d'accompagnement de la part des Et parents. c'est ça. Ouais. Donc, et j'ai grandi dans ça. Et mon père qui travaillait, quand il rentrait le soir, obligation de manger tous à table. Donc, parce qu'en fait, c'est le seul moment de la journée où tout le monde peut être réuni. Donc à ce moment-là, tac, on lui fait le compte rendu de notre journée. Donc en fait, la communication, c'est quelque chose qu'on m'a inculqué très jeune. Très jeune. Mais en grandissant, mais comme on dit souvent, vous savez, comme dit ma mère, on connaît son enfant à la maison, mais on ne le connaît Mais pas pas à dehors. l'extérieur. Exact. Voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai un garçon, je suis l'aîné, j'ai pas de grand frère. Et on est dans une période, à l'époque, on est quand même sur la fin des skinheads, hein, mine de rien. Ça, faut s'en souvenir. Donc, quand je rentre à peu près dans la préadolescence ou adolescence, il y a des endroits, quand on est nord, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Même aussi cette culture, même interethnique, entre guillemets, avec d'autres personnes et tout. On dit la testostérone, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup ces histoires de ça se regarde mal, ceci, cela. Donc, c'était. Aujourd'hui, la vie, elle est super paisible. Hein. Tout le monde peut marcher où il veut tranquillement. Avant, c'était pas comme ça. Prendre le train. Des fois, tu as des banlieues qui sont un petit peu compliquées. On te connaît pas. Mais c'était toute cette atmosphère-là. Donc, à un moment donné, on comprend très vite que soit il faut avoir une bande, clairement. Après, pas besoin de forcément faire des bêtises, mais en tout cas, il faut appartenir à un groupe. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Donc, j'avais mon groupe, il y en a qui faisaient des bêtises, d'autres qui en faisaient pas. On a grandi dans cet esprit-là. Mais ça veut dire qu'avant, même le premier de la classe peut marcher avec le gars qui est le dernier de la classe, mais on est tous des camarades. Donc, c'est cet esprit-là, en fait. Et malheureusement, en grandissant, il y en a certains qui prennent d'autres voies. D'autres voies. Mais je suis d'une génération, tout le monde se connaît. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'à ce moment-là, avec, comme tu parlais un petit peu de l'époque, comment c'était, il y avait encore les skinheads, tout ça, est-ce que tu n'as pas eu aussi ce besoin d'appartenance et de retrouver, entre guillemets, ton africanité? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que tu as beaucoup de jeunes de la diaspora qui s'investissent pour le continent, cherchent à mener des actions et même revendiquent de plus en plus sur les réseaux sociaux, hein, c'est beaucoup plus facile, leur forme d'africanité. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu as eu ce besoin, en grandissant, de dire, je veux aussi revendiquer ou montrer mon appartenance à mon africanité, à mon côté ivoirien? Franchement, non. Du tout, parce qu'en fait, mon africanité, je suis africain. En fait, je n'ai jamais senti le besoin de le revendiquer. Ça se voit sur mon visage, sur mon couleur de peau, en fait. Et j'ai grandi dans ça, en fait. En fait, j'ai vraiment grandi dans la double culture réelle. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance que mes parents, depuis l'âge de 1 an, je vais en Côte d'Ivoire en vacances. J'en ai 38 aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut trouver des billets pas très chers pour aller en Côte d'Ivoire. Bon, là, c'est la période de la CAN. Là, c'est la période où les prix, ils ont un peu grimpé. Mais à l'époque, pour faire voyager 5 enfants plus 2 parents en Côte d'Ivoire, c'est un budget. C'est un budget, donc c'est des crédits, c'est des choses. Donc, mais mes parents se sont mis dans certaines choses pour pouvoir nous permettre qu'on connaisse et qu'on soit dépaysés. D'accord. Et c'est vraiment ça. Et pour revenir à ce que je disais au préalable, c'est que, à un moment donné, j'étais plus moi dans la vie de quartier, dans la vie de banlieue, dans la vie, entre guillemets, française d'une certaine manière. Donc, l'africanité, pour nous, c'est normal en fait. Moi, je suis d'une génération, t'es ivoirien, t'es zaïrois, t'es congolais, t'es nigérien, t'es marocain, t'es tunisien. C'est normal. Je vais chez mes amis congolais, ils parlent lingala. Je vais chez mes amis brazza, ils parlent le lari. Je vais chez mes frères marocains, ils parlent l'arabe. Je vais chez mes amis maliens, ça parle le boba ou le soni. En fait, il y avait pas tout ça. Je vais chez mes amis portugais, ça parle portugais. Il y avait même des amis bretons, ils avaient aussi leur dialecte, voilà. Et ça n'a jamais posé de problème. En fait, c'est ok, tu vois, chez un tel, ok, quand on arrive à l'école, on parle tous français. Quand on rentre chez nous,
Ceux qui ont leur dialecte, ils parlent leur dialecte. Et puis, on était totalement dans ça. Et on reste dans ce truc-là de solidarité. Donc, en fait, ce qui se passe en Afrique, plus ou moins, on sait. Mais il y a aussi ce qu'on appelle ne pas venir, ce qu'on appelle en sauveur. Et je pense qu'on en discutera un petit peu après. Parce qu'en fait, c'est surtout dû à ce qu'on nous a inculqué aussi à l'école. À partir du moment que dans tes livres scolaires, qu'on te parle de l'Afrique, on te parle que malheureusement des mauvaises choses. Des mauvaises choses, des mauvais côtés. Des mauvais côtés. Mais il n'y a pas que les livres, il y a aussi le côté aussi médiatique. Moi, je vais pas dans la transition. On va arriver, tu vois, dans un premier temps, à l'époque, il n'y avait que 6 chaînes. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, c'est vraiment bien de rester dans le temps. Et même au niveau de l'histoire. T'es à l'école, t'es en 6e, t'es en 5e, même un petit peu avant. On te dit que ton ancêtre, c'est Vergingétorix. C'est ça, non? Gaulois. Blond aux yeux bleus. Ou brun, ou truc. Mais à un moment donné, je me... Ok, d'accord, mais moi, je pense qu'il y a un problème. Ouais. Moi, quelle est mon histoire à moi? Quelle est mon histoire à moi? Ok, d'accord. Et les autres, mais à un moment donné, faut parler de la colonisation. Faut parler des choses qui se sont passées. Si on parle d'intégration, pourquoi on veut parler d'intégration? Parce que si on veut parler réellement d'intégration, et que je suis français, à ce moment-là, on ne doit pas me demander je suis de quel pays d'origine. C'est illogique. Mais la question continue à se poser encore jusqu'à aujourd'hui. Alors du coup, dans ce désir de pouvoir contribuer, parce que pour toi, c'était vraiment une vraie volonté de contribuer et d'apporter justement ta pierre à l'édifice dans l'histoire ivoirienne et même, je dirais, africaine. Tu intègres et tu développes une véritable expérience en étant président du comité Miss Côte d'Ivoire en France. Raconte-nous un petit peu comment est venue l'idée de se lancer dedans, parce que ça reste quand même un domaine un peu, je ne veux pas dire particulier, mais c'est à la fois la mise en avant de la culture, de la beauté. Enfin, raconte-nous un petit peu ton expérience et ton arrivée dans ce projet. En fait, avant ça, il y a une histoire qui est importante. C'est-à-dire que avant d'arriver dans tout ça, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, j'étais dans le hip-hop, dans le rap. Et donc, la scène, chanter, rapper, les amis, c'était une passion. Et d'ailleurs, même à l'époque, on avait un groupe, le nom Black Section, on avait des textes. Je pense qu'alors, peut-être, si tu as de la chance, il y en a peut-être quelques-uns qui vont se retrouver et vont dire « Ah, mais c'est vrai, c'était nous à l'époque !» C'était local. Moi, je viens de Savigny-le-Temple dans le 70. D'accord. C'était local. Bon, on a fait quelque chose qui était peut-être sympa, mais on était vraiment... on était engagés quand même, tu vois. Ouais. On était quand même engagés. Par contre, j'ai toujours eu ce côté-là où, comme je suis originaire de la Côte d'Ivoire, toujours écouté pas mal de musique, tu vois, que ce soit au niveau du Zouglou, parce que même le coupé décalé, c'est récent, après avec les Doxaga et tout. Oui, c'est vrai. Mais à l'époque, Zouglou, les patrons, et Magic System, le Magic System que tout le monde connaît aujourd'hui. Oui, mais ce côté, très, très Zouglou, les rythmes vraiment à l'ivoirienne, comme on peut les connaître. Ouais. Et puis, il y a l'histoire du coupé décalé que je dis Doxaga, à son âme, on va dire en 2000, que je dise pas de bêtises, 2006. C'est là, la période 2005-2006. Et moi, j'étais très, très hip-hop, très rap déjà. Et même quand j'allais en Côte d'Ivoire, j'ai des photos de l'époque où je rappais sur les toits en Côte d'Ivoire. Tu vois, j'étais vraiment... Et en Côte d'Ivoire, tu vois, c'est vraiment le pays de la joie, de la fête, de toutes choses. Donc, les rappeurs ivoiriens, ils avaient du mal à éclore parce que c'était vraiment soit le zouglou, après le coupé décalé. C'est des rythmes très traditionnels, en fait, ouais. Et il y a Toxaga avec le Mollard, toute la jet set, vraiment. Et on prend une claque. Et Ferland arrive aussi sur l'Europe. Et moi, je reviens, comment ça s'appelle, sur Paris, sur la tout, le Gobi, les trucs. Et en plus, c'est une période aussi où j'étais, à cette époque-là, où je chantais énormément. D'accord. J'étais un grand fêtard. C'est important parce qu'en fait,
Et ça, j'étais un de mes parents parce que mes parents aimaient sortir. Quand on était petits, on allait dans les fêtes, dans les mariages. Même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on fait toujours des réceptions. Des Donc, c'est réceptions, ouais. C'est le côté vraiment festif. accueillir les gens, Ouais. être les amis. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai pris de chez mes parents. Et surtout même de mon père qui aimait toujours ses potes et tout. Il y a ce truc-là. Donc, c'est une période, moi, vas-y, 16, 17, 18, 20 ans. Même si, OK, il y avait le rap, les potes du quartier et tout. J'aimais sortir, j'aimais aller en boîte. En fait, je voulais découvrir le monde. Vraiment. Et à un moment donné, bah, je rappais, et d'ailleurs, un big up à mon ami aussi avec qui je travaille, Wanted, un beatmaker réalisateur qui travaille notamment avec fait pas mal d'artistes congolais et même d'artistes. Ouais, j'ai eu Ferrigola, par exemple. Il y en a bien d'autres. Il y en a, il y en a, Il y en a, ouais, il y en a il y a bien toute une d'autres liste. avec qui je collabore depuis X années, qui travaillent même d'ailleurs avec moi. Il avait un studio à l'époque, on était en 2000, 2009, 2010, et un jour, je rentre de soirée, rentrer chez moi, je rentre dans son studio, et je suis fatigué, je sais pas, et j'avais un rythme, mais il y avait un slogan que, quand je chantais avec mes amis, on disait le boucan de l'arrogant, un truc et tout. Et je dis, vas-y, j'ai ça en tête, et il compose un beat, tout ça. Ouais. Et je pose dessus, mais vraiment dans de la rigolade. Donc on dort, on se réveille, il remet les pistes. Ça fait un morceau un peu coupé, décalé, rap bizarre. Je dis, oh, c'est quoi ce délire et tout. Il me dit, ouais, mais il faut qu'on le sorte. Mais je dis, ah ouais, j'étais à mon ami, mais je dis, t'es fou, moi, je rappe et tout. Il dit, non, mais. Donc, on crée un concept. Ouais. Yaya Madoff, on crée un concept. Donc, c'est-à-dire que de mon équipe de quartier, de rap et tout, je crée un concept et tout, truc, costard, tu vois. Vas-y, Yaya, parce que bon, mon prénom c'est Yanis, diminutif Yaya, truc, Madoff, j'aimais bien Bernard Madoff qui était un peu l'escroc, tu vois, c'est-à-dire que dans la psychologie, mais de la haute en fait, tu vois, Ouais. c'est-à-dire qu'il a mis un truc, c'est-à-dire que jamais on va cautionner les gens qui font des escroqueries, loin de là. Par contre, comment il a fait. Comment il a L'intelligence. L'intelligence, comment Oui. les montages. J'ai dit, ah ouais, c'est fort quand même. Donc en fait, on est toujours plus ou moins tous un peu fascinés, malgré tout, fascinés par des films. À l'époque, soit Casino, toutes ces choses-là. Et là, c'était, en fait, c'est réel. Le mec, il a mis une organisation. Je dis, ah ouais, quand même, les concours et tout. Par contre, à ceux qui nous écoutent, ne prenez pas d'exemple là-dessus. Je parle plus vraiment de ce qu'on appelle du mindset. Ouais. Donc, même Enfin, toute l'intelligence en fait qu'il y a autour et après, du personnage. Ouais. Après, son association, on le met au service du bien, au service du mal. De toute façon, ceux qui ont fait le commerce, le délai d'initiation, on l'apprend à l'école. Donc, à un moment donné, si on réfléchit un petit peu, on comprend certaines choses. Et mes amis d'antan, bon, d'ailleurs, on est toujours camarades, on discute et moi, j'étais toujours, ouais, on a la Côte d'Ivoire, pas mal de choses. Et j'ai mon ami à l'époque, Frédéric Thiemélé, D'accord. qui m'appelle, il me dit, Anis, avant, on discute de pas mal de choses. Il dit, ouais, je suis avec les frérots, là, on avait aussi une idée, tu vois, il y a beaucoup de trucs de Miss, et nous, on est Ivoiriens, on n'a pas de trucs de Miss et tout. Je dis, ah ouais, franchement, j'avoue, hein. Même, je pensais à un truc comme ça, mais il dit, ouais, mais en plus, t'as vu, j'ai pensé à toi, parce qu'en plus, là, t'es ton truc, Yaya Madoff, un peu truc, Ivoire, un truc. Je dis, ouais, mais. Donc, on se voit avec mes amis de l'époque. Voilà, on était jeunes. Frédéric Temélé, Ali Camara, Daniel Nkunka, Désiré Doumbia. Voilà, on se voit. On discute, voilà, on se connaît tous par rapport, ouais, telle chose et tout. Et parmi nous, il y avait un ami qui avait plus d'expérience. Ali Camara, il était déjà Miss Diaranké. D'accord. Voilà. Et on dit, ouais, bon, ouais, on peut faire un truc de Miss, ouais, comment ça se passe et tout, ouais, tac. Donc, l'idée, en fait, de Miss Côte d'Ivoire, elle part comme ça, en fait. Elle part d'un échange. Dans l'échange d'un truc. Bah, vas-y, ok, les gars, on le fait. Mais à la base, on est tous des jeunes. J'ai 26 ans à l'époque, les autres, ils ont pareil mon âge, 24, tu vois, et on se connaît tous depuis la banlieue parisienne, en fait. Moi, je suis de 77, les autres sont de 78, l'autre frérot, il est du 93. Et voilà. Et en plus, il n'y avait pas que des Ivoiriens. Dans la création de Miss Côte d'Ivoire, dans la fondation, on n'est pas que des Ivoiriens. On est 3 Ivoiriens, un Guinéen et un Congolais. D'accord. Oui. D'où l'ouverture, en fait. C'est aussi la force aussi panafricaniste et de la diaspora. Et ça existe. Ouais. Et c'est comme ça que ça a été créé, d'accord. Miss Côte d'Ivoire France. Et tac, et là, à ce moment-là, on discute, on dit, ok, venez, on le fait. Mais on n'avait pas d'argent, on n'avait rien. C'est-à-dire que c'est parti sur un coup de tête. Celui qui avait de l'expérience dans les concours de Miss, c'était Ali Camara. Ouais, on peut faire comme ça. Et
Et on commence à monter. Donc, on appelle Candice, qui a été secrétaire avec nous pendant pas mal de temps. Donc, on faisait des réunions à Gare de Lyon en 2012, dans les cafés et tout. Donc, voilà. Et chacun mettait sa pierre à l'édifice. Et c'est là qu'on a monté l'association à l'époque, One Cause. Parce qu'en fait, c'était l'association One Cause qui produisait les élections. Donc, avant Miss Côte d'Ivoire, il y a One Cause. C'est ça, en fait. Donc, j'étais président de One Cause et du comité. Ce n'était pas la même chose. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y avait le côté associatif. Et on s'est dit, l'association, parce qu'on a toujours, nous tous, de notre côté, on faisait tous des choses. Soit ensemble ou pas, mais chacun, on a toujours eu cette volonté d'aider. Mais on était des jeunes, en fait. Donc, on monte le projet. Et les papiers, l'INPI, toutes les déclarations. Et à un moment donné, on dit, quel rôle on va s'attribuer tout à chacun au final? Non, un tel truc, Yanis, franchement, on te verrait bien en tant que président. Les gars, vous êtes sur truc. Ok, truc. Et c'est comme ça que ça se fait. Donc, à un moment donné, je m'informe, je vais voir d'autres concours de Miss. Je prends mon boulot au sérieux à ce moment-là. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, je vais étudier à ce moment-là. Voir comment ça fonctionne. Parce que je ne savais pas comment fonctionnaient les concours de Miss. Un concours? Non. Donc, c'était tout nouveau pour toi, en fait, à ce moment-là, ouais. Apprendre. Moi, des fois, quand je ne connais pas, je suis bête et méchant, je fais un truc. J'apprends, je regarde. Et donc, on monte ce projet-là. Ouais. Voilà. On monte ce projet-là. Première édition 2013. Donc, Théâtre Bobino. Et sur fonds propres. Y a pas c'est vraiment à féliciter à ce moment-là. Fonds propres, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de subvention, pas de sponsor. Les blocages au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce qu'à un moment donné, nous, on dit, Miss Côte d'Ivoire, France, nous, on est des jeunes de banlieue, on est trucs. Mais Miss Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, c'est une institution. C'est... Peut-être après la présidence et trucs, c'est peut-être en Afrique, on parle de Miss, la Côte d'Ivoire, numéro 1. Qu'on parle d'institution comité de Miss, c'est pas rien. Ah, c'est pas rien, c'est costaud. Donc, des petits jeunes qui se lèvent. Pour créer une véritable institution en France. Sans l'accord préalable des institutions en place. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Forcément. Et ça, à l'époque, on en parle, moi je parle aujourd'hui, les gens ne savent pas. Des blocages, des trucs. Mais à ce moment-là, chance, c'est que nous, on est une grosse famille. Donc à ce moment-là, moi, et dans tout ce que j'ai toujours pu mettre en place, j'ai toujours informé mes parents, j'ai toujours inclus mes parents dedans. Donc je parle. Ok, des fois, je vais faire certaines choses, mais je me cogne la tête et je reviens. comme d'ailleurs, c'est le propre même d'un projet, ça, ouais. Un projet. Et là, mes parents, ils rentrent en jeu, ça passe aussi des coups de fil, ceci. Donc, on fait l'événement et tout se passe bien. Ouais. Tout se passe vraiment bien. Théâtre Bobino, première édition, on fait plus de 800 entrées. Bien. Mais la communication a été cosmopolite et externe. Ça veut dire que, comme nous, à la base, on est tous issus de l'urbain. Donc, en fait, on a communiqué en urbain, mais en même temps, comme on avait aussi des entrées dans tout ce qui était ce qu'on appelle la diaspora, le milieu. Donc, nous, un exemple, moi, j'allais tous les soirs distribuer des flyers dans les maquis. D'accord. Mais ça, c'est une autre forme de communication qui existait à l'époque. Aujourd'hui, il y a un événement, on utilise les réseaux sociaux et d'autres canaux beaucoup plus digitales. C'est pour ça que la plupart des événements des personnes sont vides. Moi qui suis énormément dans l'événementiel, parce que les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle le street marketing. Ça, c'est autre chose encore. Ça, c'est autre chose encore. Mais à un moment donné, comment tu veux qu'une personne vienne à ton événement si tu ne le vois pas, si tu ne le côtoies pas? Je ne te connais pas, moi. Donc, oui, j'ai fait toutes les boîtes de nuit à l'époque. L'ivoire, la piedra. Toutes les boîtes qui existaient à ce moment-là. J'allais 1h du matin jusqu'à 5h. On traite des trucs et ceci. On appelle des gens. On se déplace. En même temps, mon ami Daisy va à la truc. Parce que aussi, ça pas à la radio, on est dans la musique. Donc on appelle des artistes. On fait, et nous tous. Et en fait, à un moment donné, on crée quelque un engouement. Un engouement. Tellement l'engouement est devenu fort
que même au niveau de la Côte d'Ivoire, on se dit, mais qui sont ces jeunes-là? Qui sont-ils? Ouais. Et on s'est battu, c'est-à-dire que même, félicitations aux premières Miss qui ont participé, parce qu'à un moment donné, des jeunes qui font ça, tu viens participer, te mettre, discuter, parler, concours, vrai casting, parce qu'on a fait des vrais castings. Ah oui, jusqu'à... on avait une petite salle à côté du Zénith où on a fait venir les filles et tout, caméra, les critères. C'était vraiment... Moi, je pense qu'on va regarder un petit extrait, d'accord, de l'élection Miss Côte d'Ivoire de 2015. Ah oui, on va les chercher. On va les chercher. On va diffuser ça et puis on va se retrouver juste après pour que tu puisses nous parler un petit peu de la suite de Yanis. Okay. Alors, dites-moi toute l'histoire. Je me suis inscrite au mois de décembre et je pensais même pas que j'avais été prise au casting parce qu'ils m'ont pas appelée. Et finalement, on m'a appelée, j'ai été prise et je suis là aujourd'hui. C'est une grande fierté, hein? Ouais, je suis fière de représenter la Côte d'Ivoire. Et les projets alors maintenant, qu'est-ce que c'est? Réaliser mon projet humanitaire en Côte d'Ivoire et représenter au mieux les Ivoiriennes en France et en Côte d'Ivoire. Eh ben, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci. Et bonne chance. Merci. Grande émotion. Oui, beaucoup d'émotions. Alors, Et vraiment très heureuse d'être là ce soir. Sublime soirée. Vraiment, on a fêté la beauté, le glam à l'ivoirienne. Ça a été très très difficile de départager en tout cas toutes les candidates. Miss Côte d'Ivoire France 2014. Oui, Aujourd'hui, le flambeau est cédé à la nouvelle. exactement. Quel sentiment? Je suis très contente parce que dans les 14 filles, elles sont toutes magiques, toutes magnifiques. Et vraiment, moi, qu'importe celle qui aurait gagné ce soir, mais je suis très contente parce que Hélène, c'est numéro 12 et j'étais numéro 12 l'année dernière. Je m'en souviens. Voilà, donc je suis très contente. Maintenant, la numéro 9, elle pleure, ça me déchire le cœur, mais je suis contente. Je suis contente de ce qui se passe, je suis contente d'avoir passé ma couronne à Hélène. Ça sera une très bonne représentante de la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire. Et excusez-moi, c'est l'émotion, mais je suis vraiment contente. Absolument. Et je tenais, au nom d'Afrique Vision, à vous féliciter pour tout ce que vous avez fait justement lors de votre couronnement sur la période. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Et plein de bonnes choses pour la Merci à suite. vous aussi. Et tant que nous sommes, devons apporter notre petite contribution. Voilà. Et donc, l'élection Miss Côte d'Ivoire est un événement culturel, touristique. Et la Côte d'Ivoire a besoin de présenter un visage, une vitrine honorable, Tout à fait. à tout point de vue. Et Paris, qui est la première diaspora ivoirienne, et qui abrite la première diaspora ivoirienne, ne pouvait pas être en reste. Donc, on loue l'initiative en tout cas de One Cause, qui depuis 3 ans organise cet événement. Pour 80 000, nous sommes estimés entre 80 000 et 150 000. Donc il était nécessaire qu'on ait un fleuron, voilà, et aussi une vitrine en dehors de l'ambassade. Voilà. Donc les artistes font pour eux. Et je crois que la Miss aussi jouera sa partition. Absolument. Monsieur Diaby, merci. En tout cas, on vous dit à l'année prochaine alors. Tout à fait. D'accord, merci. À l'année prochaine. Miss Côte d'Ivoire France. Déjà 1 an que la 2e édition a été faite. Nous nous sommes rencontrés, nous avons fait une interview et aujourd'hui la 3e. On est monté d'un cran, je suppose. On est réellement monté encore d'un cran, tout à fait, on est monté d'un cran. Et certains entre autres le conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, Monsieur Diaby, qui est émerveillé de ce qu'il a vu, puisque l'année dernière, malheureusement, l'ambassade n'a pas pu être présente. Aujourd'hui, quel est le sentiment que vous avez par rapport à tout ça, tout cet engouement que ça suscite, pardon. Honnêtement, je suis gêné. Gêné dans le sens où quand elle a commencé ce projet, c'était juste pour une œuvre humanitaire, pour faire plaisir à tout le monde, du moins essayer. Et aujourd'hui, on fait des événements avec plus de 1000 personnes, des artistes fabuleux, un superbe comité d'organisation. Et je
suis très fier d'être ivoirien aujourd'hui, très fier d'être africain, c'est vraiment une fierté. Quand je vois aujourd'hui mon équipe, l'équipe, le public, il n'y avait pas que des Ivoiriens, des Sénégalais, des Guinéens, des Aérois et j'en passe, d'autres personnes, des Espagnols. C'est-à-dire que vraiment, je pense qu'on fait du bon travail, en tout cas pour emmener tout type de population dans nos événements. Et ça prouve qu'on n'a pas besoin d'être forcément âgé pour pouvoir réaliser des grandes choses. Avec du courage. Il faut savoir que cette élection, c'est la 3e année. Et c'est la 3e année et qu'on dépense l'argent de notre poche. On n'a pas de sponsor qui vient, qui met 10, 15, 20 000, 30 000 euros. C'est nous-mêmes, on travaille à côté, on économise pour pouvoir réaliser ce genre de projet. Alors, on a vu un petit peu voilà, toute l'organisation, on a même vu voilà, ton passage, ton intervention, et tu continues encore à évoluer, oui. Hein, toujours dans le domaine de l'événementiel. On aurait dit que tu as pris goût. Hein, tu as pris goût à ce secteur-là, tu as commencé aussi à développer toi-même des concepts d'événements. Oui, voilà. Effectivement. Dis-nous tout. Comme je dis souvent, l'expérience Miss, parce que c'est vraiment Miss Côte d'Ivoire France, et pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, personnellement, ma meilleure expérience en termes d'entrepreneuriat. D'accord. Et de se connaître soi-même, de connaître aussi comment travailler aussi avec d'autres collègues, d'autres frères, et aussi de savoir comment ça se passe quand on n'est plus d'accord. Ouais. Parce que il y a beaucoup. C'est important ça, parce que de se connaître, et en fait, tu as travaillé, c'est tes amis. Vous avez grandi ensemble, oui. Mais vous vous connaissiez sur un autre environnement, en tant que copain, en tant que pote. Maintenant, on parle business. C'est souvent compliqué. C'est très compliqué, parce qu'à un moment donné, à quel moment on est des amis, à quel moment on est business, à quel moment certaines choses. Ça veut dire qu'il se passe, ça veut dire que on crée Miss Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis cofondateur de Miss Côte d'Ivoire, et oui, j'ai été président de 2012 à 2016. Mais en 2016, je me retire du comité Miss Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que je rends ma démission. Pas parce que j'aurais pu rester dans l'organisation toujours. Mais à cette époque-là, mes amis et moi, on n'est pas d'accord sur l'évolution du projet. Mais on reste des amis. Ouais. C'est par vote. Donc, j'ai perdu au vote. La réalité, elle est là. Donc, quand j'ai démissionné, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui prime ? Ma personne ou l'institution ? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que tu as beaucoup de personnes qui, malheureusement, vont mettre plus en avant leur ego, leur personne, que l'institution même ou le projet même. Voilà. Donc, à ce moment-là, mais bien sûr qu'en tant que personne, en tant qu'humain, bien sûr que moi, je suis touché. Tu es touché, bien sûr. Mais parce qu'au-delà, le problème, ce n'est pas Miss Côte d'Ivoire. On est des amis d'enfance. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu dis que ton pote, il a voté contre toi, en fait. Ouais. Alors qu'on est là depuis, ça fait 5 ans qu'on galère ensemble. Psychologiquement, c'est dur. Ça fait mal. C'est un choc. Par contre, c'est là qu'il faut être fort, qu'il faut comprendre à un moment donné que on a tous grandi et chacun aussi a des visions différentes. Comment ? À la base, on pensait avoir la même vision. On pensait. Mais quand on évolue, à un moment donné, les évolutions de tout à chacun, même personnel, changent. Donc, est-ce qu'on continue toujours tous ensemble ? Moi, à un moment donné, les gars, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, séparation des biens. Moi, je vais continuer ma route tout seul dans ce que j'ai toujours fait ou dans d'autres choses. Force, mais on est ensemble. Je reste cofondateur parce que l'histoire reste l'histoire, on ne peut pas la changer. Et comme on dit, président, c'est qu'un titre. C'est au-delà de. C'est bien au-delà du titre même, c'est le cœur, le travail, la réalisation et le résultat final qui prime. Et ce qui est important, c'est que les fondations et les fondamentaux qui ont été mis en place perdurent aujourd'hui. Exact. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on prend la première Miss, et d'ailleurs dédicace Esther Douga, qui aujourd'hui a intégré le comité qui fait la plupart des interviews. On va prendre Flora, qui aujourd'hui est devenue présidente, que moi j'ai connue en tant que candidate et qui n'a pas été finaliste. Ouais. Elle n'a pas été dans les... Parce que voilà, dans le format, au final, il y en a une trentaine, on en arrive à 20, 15, non, 14, pardon. Et tu as les 7 premières qui font le dernier passage en robe de soirée et les 7 autres, malheureusement, qui ne font pas le passage
Et pourtant, c'est des filles avec qui on a. C'est Miss Côte d'Ivoire, c'est 7 mois d'entraînement intensif. Entraînement samedi et dimanche. Cours d'élocution, sport, culture. La danse, la marche. C'est beaucoup, c'est intensif. C'est une école de la vie. Et ça, on a réussi à l'inculquer à des jeunes femmes de l'époque qui avaient entre 18 et 22 ans. Ouais. Et aujourd'hui, qui sont aujourd'hui des femmes qui ont tous dépassé plus de 28 ans, qui sont même dans la trentaine. C'est une école. Parce qu'au début, on a créé une école de la vie. Aujourd'hui, il n'y a pas un Ivoirien, en tout cas du moins dans la diaspora ivoirienne, qui ne sait pas ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place. Parce qu'on a mis ce qu'on appelle l'élitisme. Et même les problèmes qu'il y a pu avoir en interne dans toutes les organisations, elles sont restées en interne. Un exemple, on ne s'est jamais déchiré sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est peut-être un conseil. C'est un conseil aussi peut-être à ceux qui malheureusement étalent, comme on va dire, le linge sale, puisqu'on dit que le linge sale, lui, se lave en famille, et une institution comme Miss Côte d'Ivoire reste une famille en fait en soi. Une famille. Et dans une famille, il doit y avoir des accords. Surtout que nous, on a eu l'accord de la Côte d'Ivoire, parce qu'à un moment donné, le Comici, après la première édition, on a eu l'accord du Comici. Donc, le vice-président, le président même, venait sur les élections en France. Et nos Miss, après, avaient des accords pour participer en Côte d'Ivoire, à l'élection Miss Côte d'Ivoire. D'accord. On a pris quand même, ça c'est pour mon égo personnel, 4 échappes de beauté à l'international. Et ça, je suis fier de le dire aujourd'hui. Bien, bravo. Sur le CV, j'ai ça. Et ça, c'est une fierté pour moi personnelle. D'accord. C'est une réalité. Bien. On va continuer, on va faire une petite pause. On va regarder la rubrique idées sorties. Idées sorties, et puis on se retrouve en deuxième partie, parce que vous allez tout de suite comprendre que Yanis, en fait, c'est un homme multifonction, multicasquette, un self-made, on va dire, et on se retrouve tout de suite après. Merci. Nous démarrons les idées sorties d'Africa Première sous l'effet de la CAN. Et oui, vous le savez tous très bien que c'est l'événement footballistique africain à ne pas rater. Et pour cela, j'invite tous ceux qui sont du côté de Paris et aux alentours de venir vivre la CAN au village Aquaba, à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France, du 14 janvier au 11 février, de 10h à 21h. Ce sera une expérience unique qui mettra l'accent sur la diffusion en direct de tous les matchs, mais aussi des échanges thématiques variés, des expositions, des rencontres économiques, commerciales et des moments de réseautage et de promotion touristique et culturelle seront à l'honneur lors de cette rencontre. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres idées sorties. Alors, vous avez vu toutes les idées sorties. N'oubliez pas toujours d'avoir votre calepin, votre bloc-notes, tout ce que vous voulez pour ne rien rater, en tout cas, sur tous les événements qui se passent en France et aussi à l'international. Alors, on continue notre discussion. Juste un petit retour sur tout l'apport que tu as eu autour de Miss Côte d'Ivoire. Et après, on va enchaîner sur ton côté aussi altruiste, parce que tu es une personne qui s'engage pour les autres. Je veux dire que c'est peut-être un peu la continuité de ce que tu as fait avec Miss Côte d'Ivoire. Oui, c'est une continuité, mais surtout sur Miss Côte d'Ivoire, en fait, c'est une belle histoire qui continue. Aujourd'hui, on va arriver là sur 10 ans. 10 ans. Ça veut dire que après l'élection 2016, j'ai été à une élection. Après, j'ai pas été forcément sur les dernières. Mais celle de l'année dernière, par exemple, on est en 2024. Là. Ça y est, on est en 2024. Ça y est, on a passé le cap. Ouais. Sur l'édition 2023, j'y étais. Je me suis déplacé, j'y étais. Et c'était important aussi de montrer aussi à la communauté, à la diaspora, beaucoup de choses, que l'institution, c'est plus important que tout. Et qu'il y a aussi des années qui sont passées. Parce qu'il y avait eu un petit problème. Et que c'est quand il y a des problèmes qu'à un moment donné, qu'on sait si on est une famille ou pas. Exactement. On peut ne pas être d'accord. On peut même ne pas se parler. Mais s'il y a un problème, c'est la famille qui répond présent. C'est ça. Parce que, ok, on ne monte pas sur les réseaux, mais nous tous qui avons créé cette organisation, on se voit.
on se parle, on se côtoie. C'est vrai. Voilà. Et là, on va arriver il y aura les 10 ans, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc pour les 10 ans, on est tous ensemble en fait. Je pense que c'est l'année de la Côte d'Ivoire, hein, on va dire, hein, quelque part. Avec tout ce qui se profile aussi en termes d'événements. Oui, c'est l'année de la... Je pense que c'est comme on dit, c'est la team 225. C'est ça. Voilà. Mais être ivoirien, c'est un état d'esprit. Ouais. Avant toute chose. Tu peux être malien, congolais, du Zimbabwe. C'est un état d'esprit, être ivoirien. Tu peux être né en France de parents ivoiriens, ou ne pas être ivoirien. Hein. Aussi. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qu'il faut adopter. Qu'il faut adopter. Voilà. Donc voilà, c'était pour faire la petite... D'accord. Voilà, c'est un beau passage de ma vie, très important, mais qui m'a permis en tout cas de pouvoir faire ce que je fais aussi aujourd'hui, de comprendre comment aussi fonctionner avec ses amis, avec ses collègues. Exactement. Aussi, la gestion de la visibilité. J'étais un gamin à l'époque. Tu te retrouves comment à 27 ans quand tu as 50 appels par jour, tu parles avec l'ambassade, tu parles avec des députés, des ministres, on t'appelle de Côte d'Ivoire, tu voyages. À gérer aussi, c'est quelque chose. Hein. Les gens, ils parlent, ouais, mais c'est quelque chose. Et ta vie personnelle, c'est comment? Les personnes qui sont à côté de toi, comment ils le vivent? Quand tu dis non à quelqu'un pour X raison, pour une invitation de place, par exemple. Ça, c'est quelque chose. C'est l'autre côté de la barrière. Mais on apprend. Tu apprends. Et puis on en est sorti beaucoup plus fort. Parce qu'il n'y a rien de pire. Quand tu as la lumière et qu'on te l'éteint, on n'en parle pas de ça. Non. On n'en parle pas. Mais ce que je dis souvent, c'est que Yanis Kouassi était connu avant Miss Côte d'Ivoire, il sera connu après. Ouais. Ça veut dire que ma personne à moi-même existe déjà. Et ça, c'est l'éducation de mes parents. Être un quelqu'un. Être un quelqu'un, c'est pas être le numéro 1 ou quoi qu'est-ce. C'est être fier de soi-même. Mais c'est tout un travail qu'on fait sur soi, en fait. Et ben c'est ça. Ce qu'on appelle la confiance en soi. La confiance. L'estime de soi, tout ça. C'est ça qui permet de pouvoir avancer et de pouvoir évoluer et de passer à autre chose. Il y a des personnes qui sont des artistes, une fois qu'ils n'ont plus le côté artistique ou footballeur ou tennisman et tout, on dirait qu'ils n'existent pas. Ouais. Non, c'est ta personne qui fait l'artiste ou qui va faire le projet. C'est pas le projet qui te fait, hein. Ouais. C'est ta personne. Et c'est comme ça que tu as décidé, du coup, de lancer ton association. Voilà. Voilà. Parle-nous un petit peu de cette association. Quelles sont les actions que tu mènes à travers ce projet? En fait, l'association, c'est ce qui est drôle, c'est que cette association, j'y pense depuis 2016. D'accord. Depuis 2016 voire 2017. Ouais. Mais je ne l'ai créée qu'en 2023. D'accord. Pourquoi autant de temps entre 2016, la pensée, et la création de l'association en 2023? Pour la simple et bonne raison que je n'avais pas les idées assez claires et je ne savais pas exactement ce que je voulais réellement faire. Oui, je voulais aider. Oui, je voulais faire des choses. Mais pour qui? Pourquoi? Comment? Avec qui? Oui, j'ai envie d'aider. Parce qu'en parallèle, malgré tous les métiers commerciaux que j'ai pu faire et tout, je suis éducateur spécialisé. Oui. Au quotidien. J'accompagne des jeunes de 6 à 17 ans avec tout type de troubles, de pathologies, des ex-délinquants, des personnes qui ont eu pas mal de choses. Ok. Mais tout le monde a le même point commun, c'est l'éducation en fait. Si on ne t'apprend pas, si on ne te montre pas, si on ne t'aide pas, si on ne te donne pas les bases, comment tu peux avancer? Comment tu peux évoluer? Aujourd'hui, je ne suis que le résultat de l'éducation de mes parents. C'est ça qui m'a sauvé, c'est pas autre chose. Savoir que ça, c'est mal. Et si on ne te le dit pas, si on ne te le dit pas, tu sais pas. Non. Ou que tu vas faire une bêtise, ah là, je sais que c'est pas bien. C'est l'éducation, mais si on ne te l'a pas appris, si on t'a pas appris à manger à table, si on t'a pas appris à communiquer, si on t'a pas appris à réfléchir par toi-même. Ouais. Non. Donc, toutes ces questions-là, c'est des questions que je me pose depuis super longtemps. Mais je n'étais pas prêt, je n'étais pas apte. Et puis aussi, la réalité. Ok, qu'est-ce que je fais? Je suis dans la musique, je veux produire, je manage. Compliqué. Monde de requins.
Ah, ça Monde de requins. aussi, oui. Monde de requins. Mhm. Voilà. Et toujours la même chose aussi. On connaît énormément de choses parce qu'on a un gros parcours. On a fait vraiment beaucoup de choses dans pas mal de domaines. Mais quand on rentre dans un business et C'est qu'on autre met chose. des sentiments et qu'on met de l'amitié, il y a souvent des problèmes. Mhm. Donc, la réticence aussi. Ok, c'est mon pote, mais peut-être que ceci, peut-être que cela. Et à un moment, on devient aussi parano, dans tous les sens du terme. Donc, et c'est une époque qui est très importante parce que de 2016, avant d'arriver sur la station, je rencontre, bon, je le connaissais d'avant, mais un ami, Adama Ouattara, dit Damso, qu'aujourd'hui qui a aussi un gros label de musique assez connu. Et on se lie d'amitié, en fait. Il aussi, dans ses projets, dans ses trucs. Et c'est une personne qui est venue me voir à l'époque quand j'étais encore dans le comité. Donc, on nous met en relation et puis on sympathise. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, lui-même, il est en train de monter sa boîte MCMG. Et moi, à ce moment-là, je monte THT Group. Avant, ça ne s'appelait pas THT Group, ça s'appelait Tesi Consulting. D'accord. Après, j'ai juste diminué. Voilà, j'ai fait une modification. Et voilà, c'était dans le consulting, management, événementiel. Donc, on crée des soirées ensemble. Voilà, il y a une grosse soirée qui s'appelait l'Afro Hype, qu'il a créée. Après, j'ai rejoint ça. Après, j'ai organisé des soirées au Vendôme. Donc, et puis, en même temps, là, on côtoyait beaucoup d'artistes. Donc, j'ai commencé à manager. Mhm. On parlait tout à l'heure de Wanted, Ouais. qui est mon ami que je connais d'avant, avec qui même j'ai fait de la musique. Donc moi, à un moment donné, très vite aussi, je comprends que, en fait, j'ai toujours managé, en fait. Et j'ai quasiment toujours produit, même très jeune. J'ai toujours mis de l'argent, j'ai toujours fait des rendez-vous. En fait, il y a des choses que c'était inné que je faisais sans savoir que c'était un métier. c'était un métier, ouais, comme tu dis. Voilà. Que, en fait, Ouais. tous les plugs que j'ai pu donner peut-être sur ces 10 dernières années à l'époque, ou tout ce que j'ai mis en place, mais en fait, on paye pour ça normalement. Et il y a une rencontre aussi qui me fait réellement intégrer le business de la musique. Ouais. Ça veut dire que je suis avec mes potes, voilà, il y a pas mal d'artistes à l'époque et tout. On bosse avec, on a bossé un peu avec Leto, avec Dabs, avec, voilà, je parle de certains noms qui sont aujourd'hui un peu comme dans le rap, dans le rap français et tout, Wanted et tout, truc. Ok, cool. Et à un moment, tout ça, c'est un petit peu, il y a aussi à l'époque l'éclosion des MHD, on n'est pas trop loin. Et, mais à un moment donné, j'ai l'impression de tourner en rond. Je suis dans beaucoup de soirées, dans beaucoup d'événements, on court à gauche, on court à droite. Mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'on est dans tous les événements et tout, mais Il n'y a rien. il n'y a rien. Ouais. En fait, et à un moment donné, je suis avec mon gars Damson, je me dis, mais on tourne. Ça fait des années qu'on est dans ça, qu'on fait pas mal de choses même d'avant. J'ai dit, à un moment donné, il faut que je me professionnalise. Ouais. Donc j'appelle un ami, il me dit, il me faut un avocat là. J'appelle un de mes gars, je dis, j'ai besoin d'un avocat. Il me dit, je connais pas. Donc d'appel en appel, je tombe sur des personnes et c'est là comme ça que je rencontre mon gestionnaire. D'accord. KCK Publishing. Non, je suis obligé de le De le dédicacer. citer, d'accord. Ouais. Non, parce qu'à ce moment-là, c'est Grace Honor, qui a une émission de Grace TV, qui me le présente via Taniki Larson, qui aujourd'hui qui est un grand directeur artistique. D'accord. C'est comme ça la genèse. Et je le rencontre et j'arrive au rendez-vous par rapport et j'arrive à son rendez-vous, mais j'ai un cabis. Regarde, il me dit, c'est la première fois qu'il y a un jeune, j'avais quand même fin de vingtaine, début de trentaine, tu viens me voir pour me parler et t'as un cabis. Mais bien sûr, moi j'ai déjà monté ma société et tout, je suis déjà dans il dit la plupart du temps, ils viennent parler de musique, mais toi tu viens, t'as déjà un cabis, t'as déjà un compte. J'ai dit, moi mon cerveau il fonctionne très bien, pour moi c'est normal, on vient de parler d'un business, je viens avec les éléments. Et c'est comme ça que je me structure. D'accord. On structure et tout. Et pour revenir sur ce que je disais, ce qui me fait réellement rentrer dans le business de la musique, c'est un artiste qui s'appelle Jarod, que j'ai eu à manager. À un moment donné, je suis un peu dégoûté de la musique parce que c'est compliqué, parce qu'il y a pas mal après ma vie personnelle. Il y a plein de choses. Il y a plein d'effervescence autour. Ouais. Il y a plein de choses. Et à un moment donné, par le biais de Wanted, je rencontre Jarod. Lui qui est dans sa carrière et tout, Jarod, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi avec la section, c'est beaucoup de projets, d'albums assez connus, en tout cas dans l'industrie musicale. D'accord. Réellement dans le business de la musique. Et on sympathise. Jarod était un artiste réputé assidu avec ses équipes de travail.
Donc nous, on se rencontre, je parle avec lui, et on sympathise. Très intelligent, très fort, très truc, mais un peu street aussi. Donc on a certains codes street un peu, donc on se comprend. Et puis il me dit une phrase qui m'a marqué. Il me dit, ouais, tu connais plein de gens, beaucoup de choses. Mais il me dit, mais j'ai jamais entendu parler de toi. Tu sais, ça m'a touché. Tu sais pourquoi? J'ai dit, avec tout ce que j'ai fait, il me dit, ouais, mais dans l'industrie, dans le business de la musique, je n'ai jamais entendu parler de toi. Ça veut dire quoi? Producteur, manager, réalisateur, éditeur, SPPF, SACEM. Là où il y a l'argent dans la musique, là où il faut faire des papiers, des contrats avec trucs, en fait, dans ce monde-là, je n'existais pas. D'accord. C'est ce qu'il m'a fait comprendre. Il me dit, je sais qui tu es, je sais tu viens de quelle ville, je sais. Mais je n'ai jamais entendu parler de toi. En gros, quel artiste j'ai déjà fait signer un contrat en maison de disque, quel contrat j'ai déjà négocié, qu'est-ce que j'ai fait de concret businessment parlant. Et la réalité, elle est dure. C'était rien en fait. En gros, tout ce que j'avais mis en place dans l'industrie musicale, en fait, on fait des interconnexions avec certaines personnes. Et derrière, les gens font des comptes. Nous, on n'est pas au courant parce qu'on ne sait pas l'information. C'est l'artiste Jarod qui m'a laissé négocier ses premiers contrats. Et pourtant, c'est un mec qui avait déjà fait... Ouais. C'est lui qui m'a donné la vraie opportunité de rentrer dans le business de la musique. Négociation de contrats chez Addictive Music, chez Pias, les rendez-vous, ici. Il m'a donné cette opportunité-là. Après, on a arrêté de travailler ensemble, ça reste toujours mon ami, même mon gars et tout truc. Et c'est là que j'ai dit, OK, là, je suis dedans maintenant, j'ai compris. D'accord. Ah ouais, mais il faut s'accrocher. Ouais, il faut s'accrocher. En parlant de s'accrocher, on arrive quasiment à la fin de notre programme. Oui. En tout cas, tu as un profil très, très intéressant. Il y a beaucoup à dire, en fait, sur toi. C'est pour ça que je me suis dit, on va commencer l'année avec toi. Tu as deux beaux projets. Oui. D'accord? On va parler de celui qui arrive, très, très, très bientôt, avec l'événement de la Cannes, d'accord, qui a lieu à Abidjan à partir du 13 janvier, ça y est, toute la Côte d'Ivoire, Abidjan va vibrer sous les rythmes du football africain. Toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Toute la Côte d'Ivoire, exactement. Et du coup, tu mets en place quelque chose qui, pour moi, mérite d'être valorisé, qui mérite vraiment d'être mise en avant. C'est tout l'œuvre d'Africa Première, cette fameuse Diaspo Fan Zone. Parle-nous en quelques minutes, en tout cas, de ce concept que tu cherches, que tu développes, justement, autour de cet événement. Très rapide. À un moment donné, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. J'ai pas mal œuvré pour la communauté, pour la diaspora ivoirienne et surtout africaine. Ouais. Et il ne peut pas avoir un événement comme la Cannes, la Coupe des Nations dans mon pays d'origine et mon pays aussi, et ne pas y être en fait. Ouais. Donc au lieu de juste y aller en tant que supporter, j'ai dit voilà, j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice. Donc voilà, j'ai essayé quand même de contacter quelques personnes, et puis voilà, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller à San Pedro, parce que je ne serais pas à Abidjan même. Parce que voilà, la Cannes se divise dans plusieurs villes, bien sûr, oui. San Pedro, c'est un endroit que je trouve qui n'est pas assez valorisé, en tout cas sur l'extérieur. Donc, mais je suis basé à San Pedro avec mes cousins, avec pas mal de personnes, pour essayer de donner en tout cas une autre vision. Et en termes de diaspo, Fan Zone, c'est en tout cas toutes les personnes qui vont quitter l'Europe et qui vont venir à San Pedro, ils pourront être accueillis. Il y a les villages officiels de la Cocane, bien sûr. Nous, à côté, voilà, avec certains accords qu'on a. D'accord. En tout cas, qui retrouvent un petit peu les habitudes qu'ils peuvent avoir sur l'Europe, mais tout aussi en les intégrant à l'esprit. L'événement et à l'esprit ivoirien. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, ça veut dire tout ce qui va être accéder, peut-être location d'appartement sur San Pedro, location de voiture, la billetterie classique, ou après aussi les tickets VIP pour certains. Le tourisme, ça veut dire que c'est ça vraiment la Diaspo Fan Zone. Ça veut dire qu'il y a le flyer, il y a le numéro de téléphone. Donc, il a besoin d'informations, il est sur San Pedro, il appelle, on met les choses en place. S'ils sont à Korogo ou à Bouaké, ou Yamoussoukro, ou à Abidjan,
il y a les interconnexions, c'est possible aussi. Il n'y a pas de problème. D'accord. C'est vraiment cet esprit-là d'apporter sa pierre à l'édifice. Ok. Donc, ça voudrait dire une personne qui nous suit et qui se dit, j'aimerais en tout cas intégrer cette Diaspo Fan Zone parce que c'est un vrai complexe, un vrai concept, tout en un, je dirais, all inclusive, pour pouvoir jouir de toutes les festivités autour de la CAN. C'est ça. Comment ça se passe? Il y a un numéro de téléphone, il y a un Instagram, il y a un mail. Comment on fait? Comment on fait? C'est très simple. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, vous devez avoir le flyer, si je ne dis pas de bêtises. Le flyer, il sera diffusé. De toute façon, il sera diffusé. Il est diffusé, en tout cas, dans l'émission. Voilà. Ouais. Il y a 2 numéros de téléphone. Voilà. On est joignable sur WhatsApp, H24. Ouais. Voilà. Donc, on est 2 entités qui se sont associées. THT Group, qui est mon label. Voilà. On fait du live, du consulting et co-guest. Et Kiziani Evans, avec qui je me suis en partenariat et associé pour toute la partie conciergerie. D'accord. Et pour la petite anecdote, c'est ma sœur Urial Kouassi. D'accord. Voilà, qui est qui est rentrée aussi définitivement elle, sur la Côte d'Ivoire. C'est aussi un projet. Donc, elle est rentrée définitivement sur la Côte d'Ivoire. Elle travaille aussi dans l'événementiel, la communication. Et chacun a son entité. Donc, on a décidé d'associer. Donc là, en fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de raison pour louper. Il n'y a aucune raison. Pour louper la CAN, en fait. Du tout. Il y a juste à te contacter. En tout cas, on rediffusera encore le flyer, que ce soit même au sein de l'émission et même sur nos plateformes, de façon à ce que ceux qui souhaitent pouvoir participer, ou en tout cas avoir des solutions. Des solutions surtout. Voilà, clé en main, passe par ton concept. Si jamais on n'a pas la solution, ce qui m'étonnerait, on en aura toujours la bonne information. C'est comme le dictionnaire, en fait. À un moment donné, on ne peut pas tout connaître, mais savoir ouvrir le dictionnaire ou chercher, c'est super important. Et voilà. On va faire un petit clin d'œil, en tout cas, pour l'événement de la CAN avec cette chanson Aquaba que l'on va diffuser. Et après, on va parler du dernier événement que tu es en train de préparer. Voilà. On va regarder un petit peu le clip et on revient tout de suite après pour la clôture. Tu prépares aussi le concert de l'artiste Didi B. Je tiens à rappeler ce rappeur, cet artiste urbain qui évolue très très bien sur la sphère internationale, qui est connu pour ses nombreux sons. On aura l'occasion de clôturer l'émission avec un de ses clips. Parle-nous un petit peu de la connexion et de l'événement à venir. En fait, pour la genèse, de base, il faut savoir que Didi B, il a un groupe de rap qui s'appelle Kiff No Beat. Exactement. Kiff No Beat, et pour tous ceux qui étaient amateurs de rap ou de trap,
C'est un des premiers groupes ivoiriens, en tout cas en termes de rap ou trap, qui a traversé les frontières. Voilà. Après, la vie a fait qu'à un moment donné aussi, il s'est mis en solo. Donc, tout Ivoirien suit plus ou moins Didi B, voilà, parce que Kiff No Beat, c'est une histoire. C'est un vrai projet aussi. Voilà, donc... et à l'époque de Kiff No Beat, j'étais un peu plus proche, parce que c'était à l'époque aussi, j'étais dans l'événementiel et tout. D'ailleurs, on avait fait faire un showcase avec eux, avec mon associé Damso, sur Approcher, regarder avec DJ Arafat. Qui paix à son âme, exactement. Donc, en fait, les Kiff No Beat était un groupe où j'ai eu à travailler avec eux dans l'Events, il y a quelques années. Après, la vie a fait que, voilà. Et dernièrement, très, très dernièrement, j'ai reçu un coup de fil, voilà, du manager de Didi B. Voilà. Diba Diallo, qui a son agence Reputation aussi, grosse agence de communication, pas mal de choses, qui me contacte parce que nous, on se connaît par rapport à pas mal de choses. Elle m'appelle tout simplement. Bon, Yannis, ça va? Ok, ouais, ça va. Voilà, bon, on a le concert de Didi B à l'Olympia, un truc. On avait fait un concert avec Montmartre. Ouais, ça s'était plutôt ça s'était très, très bien passé. Bien passé et tout. Par contre, il y a 2-3 choses. Elle voulait mon avis. Donc moi, je lui donne mon avis. Je lui donne mon avis, ouais, il y a telle chose. Elle me dit, franchement, les conseils que tu me donnes là sur le truc, là, moi, je suis pas tout le temps là. Est-ce que... J'ai dit, ouais, pourquoi pas. Donc voilà, cahier des charges, je renvoie les dossiers. Elle dit, bon, Yannis, en vrai, toi, tu es sur quand même la diaspora, il y a quand même une certaine maîtrise. Moi, viens, on essaie de mettre nos compétences ensemble pour donner une plus-value encore. J'ai dit, tant que tu es derrière, il n'y a pas de problème. On se connaît d'avant, je sais comment tu bosses. Que le professionnalisme, c'est très important. Et la crédibilité, c'est ça qui fait qu'on perdure dans nos métiers. Donc, voici comment j'ai intégré le projet de Didi B. Donc, voilà, effectivement, le concert sur le 15 février à l'Olympia. En plus, il sera avec tout son orchestre. Et voilà, donc la communication a commencé déjà. Sur les plateformes, plus ou moins sur les réseaux sociaux. En interne aussi au niveau de la diaspora, donc on a contacté pas mal d'associations aussi, et aussi dans le milieu de la nuit, parce que c'est aussi important, on a diffusé l'info partout. Donc si vous avez besoin de conseils, ou en tout cas comment on appelle ça, de tips ou de... Non, même pas, c'est-à-dire que d'informations, pardon, sur surtout les points de vente. Parce que il y a ce qu'on appelle le format classique. Oui, également. Ce qu'on appelle le Ticketmaster ou la FNAC, vous pouvez acheter votre billet avec plusieurs catégories. Et après, sur les points de vente qu'on peut retrouver dans pas mal de points sur Paris. Donc, si vous en avez besoin, je pourrais vous donner les en tout cas, adresses. N'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés à connaître aussi les points de vente, à nous contacter et on fera très facilement le relais. En tout cas, nous étions avec Yannis Kouassi, qui est PDG de THC. Oui. Une dernière chose. Vas-y. Pour votre média, on fera quand même un petit jeu concours et vous me direz combien de billets. Avec grand plaisir. Faudra être connecté, vous avez entendu, il l'a promis. Donc très bientôt, on aura la possibilité de gagner. Le staff, vous aurez vos invitations parce que c'est important, mais faire gagner aussi des bien sûr. À vos auditeurs. Restez à l'affût pour gagner son billet pour participer en tout cas à l'événement avec Didi B. C'est un artiste que j'affectionne personnellement et qui, j'espère, sera aussi notre invité. Et en prime, avec accès au backstage. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Yannis. Merci à vous qui avez suivi cette émission. On se donne rendez-vous vendredi prochain avec d'autres invités de qualité dans Africa Première. Je remercie également toute la direction de C-Direct qui permet la réalisation et la production de cette émission, notamment Judicaël Moussirou et nos partenaires GM Beauty Studio, Eagle Dynasty et bien d'autres. Rendez-vous vendredi prochain, même heure, pour d'autres invités sur Africa Première. Hey, moi je veux. Hey, c'est Polo, Chacal, Alexandre Roger, Shadow, Chris Beats. Tout ce que j'ai fait, y'a Dieu dedans. Voilà. Ils sont pas contents, mais y'a Dieu dedans. Non. Laisse ta jalousie, y'a rien dedans. Nous on cherche l'argent, non y'a Dieu dedans. Donc malin. Beaucoup d'argent, champagne, à gogo, des payants, à gogo, non malin, beaucoup d'argent, champagne, à gogo, des payants, à gogo.
ta veste, ta pépite, ton ex, tu connais, Cambolesso. Tout ce que je fais, y'a Dieu dedans, yeah. Ils sont pas contents, mais y'a Dieu dedans, yeah.